Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va se pencher sur une notion à la fois super familière et complètement mystérieuse, le temps. Franchement, ça a l'air simple comme ça, mais dès qu'on essaye de mettre le doigt dessus, ça devient incroyablement complexe. On s'est tous déjà fait cette réflexion, pas vrai? Parfois une heure de course, ça n'en finit plus, et d'autres fois une heure avec des amis, ça passe en un claquement de doigts. Eh bien, cette question, elle met le doigt sur le cœur de notre problème, la différence qu'il y a entre le temps de l'horloge et, disons, le temps qu'on a dans la tête. En fait, cette expérience que tout le monde connaît, elle nous ouvre la porte d'une distinction philosophique essentielle. C'est un peu comme si on était tiraillé en permanence entre deux horloges qui ne tournent pas du tout à la même vitesse. L'une est objective, l'autre est totalement subjective. Alors temps objectif contre temps subjectif. Pour y voir plus clair, la première chose à faire, c'est de bien définir de quoi on parle. C'est la base. D'un côté, on a le temps objectif. C'est le temps des scientifiques, des horloges, le temps de Newton si vous voulez. C'est un temps absolu, vrai et mathématique. Pour lui, que vous soyez en train de vous amuser ou de vous ennuyer à mourir, une seconde reste une seconde. Point. Et de l'autre côté, il y a le temps subjectif, notre temps à nous. Celui-ci, il est élastique. Il s'étire, il se contracte, tout dépend de nos émotions. C'est le temps de la conscience. Le fardeau de la conscience, ça nous amène à une question assez lourde. Est-ce que le fait de savoir que le temps passe, est-ce que c'est un cadeau? Ou est-ce que, au final, c'est un poids, un fardeau? Pour tenter d'y répondre, Nietzsche nous propose une image. Regardez un animal dans un champ. Il vit, tout simplement. Il est complètement dans l'instant présent. Pas d'angoisse du futur, pas de regret du passé. Alors pourquoi? Pourquoi lui est-il si léger et nous, si souvent accablés? Qu'est-ce qui fait cette différence fondamentale entre lui et nous? La réponse de Nietzsche, elle est d'une simplicité désarmante. C'est parce qu'il oublie. L'animal ne retient pas le passé, donc il ne le traîne pas avec lui. Chaque instant est neuf. C'est ça la clé de son bonheur, sa capacité à vivre dans un présent perpétuel. Pour nous, les humains, c'est exactement l'inverse. Notre mémoire, elle accumule tout. Et ce passé devient, comme le dit Nietzsche, un fardeau invisible et obscur qui pèse sur nos épaules. On ne peut pas juste appuyer sur Reset. On est condamné à se souvenir. Et pour vraiment nous faire sentir ce poids, Nietzsche imagine un truc assez radical, l'éternel retour. Imaginez un démon qui vous annonce « ta vie là, tu vas la revivre ». Exactement la même, avec les mêmes joies et les mêmes souffrances, en boucle, pour l'éternité. Cette idée, elle nous force à nous demander « est-ce que ma vie vaut la peine d'être vécue une infinité de fois ?» C'est le test ultime. Ce poids du passé, ça nous amène à une idée encore plus vertigineuse. Et si le temps, au lieu d'être une rivière qui coule à l'extérieur de nous, n'était en fait qu'une création de notre propre esprit? C'est là qu'un autre philosophe, Henri Bergson, va nous éclairer avec son concept de la durée. Pour lui, le temps ce n'est pas une succession de tic-tac, de points séparés. Non, c'est un flux continu, une sorte de mélodie où les notes du passé résonnent encore dans la note présente. C'est une seule et même chose. Et Bergson va encore plus loin, avec une thèse assez folle. On ne perçoit jamais le présent à l'état pur. Au moment même où on pense l'attraper, il est déjà parti. Il est déjà teinté de ce qui vient de se passer. En fait, notre perception du présent, c'est déjà un souvenir. Pour nous faire comprendre ça, il utilise une super image, le cône. Imaginez un cône. La base, large, c'est tout notre passé, l'intégralité de nos souvenirs. Et la pointe du cône, tout en bas, c'est notre présent, le moment de l'action. Et comment on agit? Eh bien la pointe, le présent, puise en permanence dans la grande base du passé pour s'orienter. Vous voyez? Le temps, c'est pas un truc qu'on traverse, c'est ce qui nous compose. D'accord. Mais alors, question cruciale, si le passé nous constitue et que le temps ne va que dans un sens, quel est notre pouvoir? Est-ce qu'on est juste les passagers d'un train dont on ne contrôle rien? Le philosophe stoïcien Sénèque nous met en garde là-dessus. Pour lui, si on vit sans but, sans projet, on ne vit pas vraiment. On est juste ballotté par les événements, on tourne en rond comme un bateau pris dans une tempête. On subit le temps, on ne le possède pas. Vladimir Jankélévitch, lui, illustre cette idée d'irréversibilité avec l'exemple d'Ulysse. Ulysse, il peut revenir à Ithaque après 20 ans, le lieu est le même. Mais il ne peut pas revenir au même moment, il ne retrouvera jamais le jeune homme qu'il était. C'est ça le truc. On peut revenir à un endroit, mais jamais à un instant. Alors, on est condamné? Pas pour Jean-Paul Sartre. Pour lui, la réponse est un immense non. Ok, les faits du passé sont ce qu'ils sont, on ne peut pas les changer. Mais, et c'est là que tout se joue, on a le pouvoir absolu de décider de leur signification. C'est par nos projets, par nos actions aujourd'hui qu'on donne un sens à ce qui a été hier. La vérité est là, brute et simple. On ne peut pas remonter le temps. Le passé est passé. C'est un mur. Mais, et c'est la conclusion la plus importante, notre liberté, elle est là.
Elle est précisément dans cette capacité à donner un sens à la flèche du temps, à transformer ce qui était un fardeau en une fondation sur laquelle construire. Au final, toute cette réflexion philosophique, elle nous ramène à une question qui n'est plus pour les livres, mais pour chacun d'entre nous. L'horloge, elle tourne de la même manière pour tout le monde. Mais le sens qu'on donne à son temps vécu, ça n'appartient qu'à soi. La question reste donc grande ouverte, pour chacun.